Cette scène est problématique et pourtant tout le monde l'adule. Il y a des moments dans un animé qui marquent, qui fascinent, et puis il y a ceux qui dérangent. Ceux qui laissent un goût amer, qui flirtent dangereusement avec des limites qu'on ne devrait jamais franchir. Dans les carnets de l'apothicaire, une scène en particulier a provoqué malaise et controverse, celle de la grenouille. Pourquoi cette scène pose-t-elle un véritable souci moral? Pourquoi tant de spectateurs l'acceptent-ils sans sourciller? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet instant troublant, mettre en lumière ce qui ne va pas et surtout ouvrir le débat sur ces moments où la friction flirte avec l'inacceptable. Accrochez-vous parce que ça risque de secouer. Avant d'attaquer, petit rappel, cette année on vise les 10K sur YouTube. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien manquer des gros projets à venir. Rejoignez-moi en live tous les soirs, je suis en direct chaque soir sauf le jeudi et dimanche pour discuter de tout ce qui touche à l'animé et manga, tester des jeux pour mes futures vidéos et surtout révéler des projets exclusifs en avant-première. On n'est peut-être pas nombreux mais chaque personne compte et ta présence pourrait vraiment faire la différence. Si tu veux être au cœur de mes prochaines aventures, viens papoter et découvrir ce que je prépare. Fan d'horreur, j'ai aussi une chaîne sous % terreur pour les amateurs de frissons. Tu veux exploser l'univers macabre, tu sais où cliquer. Ça va faire peur et c'est justement ce qu'on aime. Avant d'aborder cette scène, parlons d'abord de les carnets de l'apothicaire et de cette saison 2. Car j'ai déjà évoqué la première saison. À l'est, un empire est gouverné par un souverain dont les épouses et les concubines vivent recluses dans un vaste complexe, le Ugong, le palais intérieur. Un monde clos, rempli d'intrigues et de dangers où chaque faux pas peut être fatal. Mao Mao, une jeune fille modeste élevée par son père apothicaire, n'aurait jamais dû avoir affaire à cet univers jusqu'au jour où elle est enlevée et vendue comme servante au palais. Mais sous son apparence ordinaire se cache un esprit affûté et une connaissance pointue des poisons et de la médecine. Elle comptait garder ce talent secret jusqu'à ce que Jinchi, un mystérieux et influent résident du palais, perd son secret. Voyant elle un atout précieux, il la propulse au cœur des intrigues de la cour intérieure, en la nommant goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Sa mission, détecter les poisons avant qu'il ne soit trop tard. Entre jeux de pouvoir, complots et mystères médicinaux, Mao Mao se retrouve malgré elle plongée dans une danse mortelle où chaque secret découvert peut devenir une menace. La saison 2 de Kozorea no Itoregoto élargit encore son univers, introduisant des figures intrigantes comme Shisui, l'ancien empereur et l'impératrice douanière. Ces nouveaux éléments viennent enrichir les mystères déjà en place, notamment l'empoisonnement des concubines, un fil rouge captivant qui ne cesse de se complexifier. Mais au-delà de l'intrigue, un constat s'impose. Mao Mao porte littéralement la série sur ses épaules. Plus on avance, plus on réalise que sans elle, la cour intérieure serait un chaos total. Complot, poison, manipulation, elle est la seule à faire preuve d'une véritable intelligence face à un entourage qui semble dépourvu du moindre instinct de survie. On en vient même à se demander comment ont-ils fait pour survivre sans elle jusqu'à-là. Entre les nobles trop engossés dans leurs privilèges pour voir le danger et les serviteurs trop soumis pour oser réfléchir, Mao Mao se retrouve à combler un gouffre abyssal de naïveté et d'incompétence. Son génie analytique et son esprit aiguisé la rendent indispensable mais aussi prisonnière d'un système qui l'utilise sans jamais pleinement la reconnaître. La saison 2 pousse encore plus loin cette dynamique, accentuant la solitude intellectuelle de Mao Mao. Elle est l'arme secrète de la cour, une détective malgré elle, une pièce maîtresse dans un jeu où tous les autres semblent avancer en aveugle. Reste à voir jusqu'où elle pourra tirer son épingle du jeu avant que son intelligence ne devienne une menace pour ceux qui profitent de son savoir. Dans l'épisode d'hier, une scène mémorable de la licence nous frappe de plein fouet. Mais malheureusement, ce n'est pas pour les bonnes raisons. L'arc commence innocemment par une simple partie de chasse, un événement apparemment anodin où Mao Mao, en tant que goûteuse, doit accomplir sa mission à la demande de Jinchi. Tout semble se dérouler tranquillement jusqu'à ce que l'innocente expédition se transforme en une série de péripéties imprévisibles. Le duo est attaqué et il se retrouve pris dans une fuite effrénée. Ce qui suit notamment la scène où Jinchi décide de sauter d'une cascade à 50 mètres de hauteur frôle l'absurde. On se demande même comment ces deux personnages sont encore en vie après une telle chute. Cependant, ce n'est pas l'extravagance de cette scène qui fait frémir, mais ce qui se produit juste après, la fameuse scène de la grenouille. Tout semble déraper lorsque Mao Mao reçoit une grenouille sur le visage qui finit par glisser et tomber sur Jinchi, déclenchant une réaction qui n'a rien d'innocent. À première vue, cette scène peut être interprétée comme un cliché typique qu'on retrouve dans de nombreux mangas, avec son côté situation gênante où un personnage se retrouve dans une position compromettante. Pourtant, ce qui commence comme une simple maladresse tourne rapidement à quelque chose de bien plus problématique. Jinchi, dans un geste choquant et inapproprié, va forcer Mao Mao à toucher ses parties génitales. Là, la légèreté de la scène prend une tournure inquiétante car ce qui se déroule n'est pas simplement un moment gênant ou mal interprété, mais une véritable agression sexuelle. Cette scène, bien que fictionnelle, soulève des questions cruciales. Elle met en lumière un problème récurrent dans certains médias où la ligne entre l'humour maladroit et l'agression est floue, voire totalement ignorée. Loin d'être un simple mésaventure entre deux personnages, ce genre de scène reflète un malheureux traitement de sujets graves comme le consentement et le respect des frontières personnelles. Les réactions des personnages et l'absence de véritable dénonciation dans le contexte de l'histoire renforcent cette impression de banalisation de l'agression sexuelle. Il est essentiel de poser la question: pourquoi
pourquoi cette scène a-t-elle été insérée et pourquoi semble-t-elle être traitée si légèrement dans le cadre de l'intrigue? Ce genre de représentation pose un problème car elle peut minimiser la gravité de l'agression et envoyer un message potentiellement dangereux aux spectateurs, notamment en normalisant des comportements inacceptables. L'impact de cette scène va bien au-delà de la simple gêne. Elle interroge sur la manière dont la violence sexuelle peut parfois être insidieusement intégrée à des récits où on ne prend pas la mesure de cette gravité. Ce n'est pas une question de contexte culturel ou de compréhension de l'humour, mais bien de responsabilité dans la manière de traiter des sujets aussi sensibles. C'est à la fois un avertissement pour les créateurs de contenu et une prise de conscience nécessaire pour le public. Le pire dans tout ça, c'est de se dire que ceux qui n'ont découvert l'histoire qu'à travers le manga et l'anime passeront complètement à côté de cet aspect à cause d'un facteur essentiel, la censure. Il faut savoir que la traduction française du light novel est non seulement erronée sur certains points, mais aussi lourdement censurée. L'exemple le plus frappant est l'épilogue du tome 4 où, spoiler, Mao Mao subit une agression physique et sexuelle de la part de Jinchi, et dans la version française on l'a pas. Dans la version publiée par Manabook, sa scène a été édulcorée et même romantisée, transformant Jinchi en un gentleman bienveillant au détriment de la véritable nature du récit. Ce qui est fou, c'est quand même que les gens arrivent encore à voir que Jinchi est amoureux de Mao Mao, alors que celui-ci est littéralement juste obsédé, et ça, je me rends compte d'une chose. Les gens ne font pas la différence entre l'amour et l'obsession. Quand on parle de l'obsession, surtout dans des œuvres comme Tales of Unzual, où certains webtoons où les personnages masculins se montrent excessivement possessifs envers les héroïnes, il devient clair que ce n'est pas de l'amour. L'obsession, contrairement à l'amour, ne s'intéresse pas à la personne dans sa globalité, mais à la notion de possession, de contrôle. Le ML devient centré sur le besoin de maintenir cette relation à tout prix, même si cela implique de bafouer les désirs ou le bien-être de l'héroïne. Dans ce type de récit, l'idée d'une relation fondée sur l'équilibre, le respect mutuel et la croissance personnelle disparaît. Ce qui ressort, c'est une forme de domination psychologique. Il est fascinant de voir comment certains fans confondent cela avec l'amour pur. Et là, on entre dans une zone dangereuse où des comportements toxiques sont idéalisés sous le masque de la passion. L'amour dans sa forme la plus pure est basé sur le respect de l'autre et la reconnaissance de sa liberté et de ses désirs. Si l'on prend Jinchi et Mao Mao, on se rend vite compte que l'attachement de Jinchi n'est pas celui d'un homme amoureux, mais plutôt d'un individu obsédé par le contrôle de l'héroïne. Il veut l'attacher à lui, mais pas de manière à ce qu'elle se développe à ses côtés. Ce n'est pas une relation équilibrée, mais un désir unilatéral presque manipulateur. Les œuvres où les personnages principaux sont obsédés par l'héroïne se jouent souvent sur cette dynamique d'emprise. L'héroïne, dans ces récits, se retrouve enfermée dans une relation où sa liberté est constamment compromise, où elle est vue moins comme un individu à part entière qu'un objet de désir. Le mal lead, dans ces cas, n'aime pas la personne, mais l'idée de posséder cette personne. C'est là où ça devient fascinant, car l'obsession est parfois vendue comme étant de l'amour passionné. Beaucoup de personnes sont influencées par des récits qui, au lieu de montrer la souffrance et la manipulation, les mettent en scène sous un angle romantique, presque héroïque. Dans ce genre d'histoire, l'obsession prend la forme d'un « je ferai tout pour toi » et non d'un « je te respecte en tant qu'individu ». Mais c'est une illusion dangereuse, car cela brouille la frontière entre ce qui est réellement sain et ce qui est toxique. De plus, il existe aussi une forme de normalisation de l'obsession dans certains genres, comme le genre harem ou les récits où le ML est souvent décrit comme l'archétype du prince charmant possessif. Les fans, notamment dans les commentaires des webtoons, peuvent en venir à considérer ces comportements comme de l'amour véritable. Ils y voient une preuve de l'attachement du personnage principal sans réaliser que ce type d'attachement est en réalité nuisible, non seulement pour l'héroïne mais pour le développement de la relation elle-même. C'est là que ça devient un vrai problème. La confusion entre l'amour et l'obsession peut avoir un impact direct sur la façon dont les lecteurs interprètent des relations réelles. Ils pourraient, sans le vouloir, chercher à reproduire des dynamiques toxiques ou accepter des comportements qui ne devraient pas être tolérés dans une relation amoureuse saine. Les récits qui mélangent obsession et amour véhiculent un message dangereux sur ce qu'une relation doit être. La question qu'il faut se poser est la suivante: pourquoi ces histoires rencontrent-elles autant de succès? Parce que les lecteurs y trouvent un miroir de leur propre frustration émotionnelle. Peut-être que ces récits qui glorifient la domination leur offrent une forme de catharsis, mais cela ne veut pas dire que ces récits doivent être idolâtrés au prix. Pour exemple, dès le début, l'histoire nous met face à un Jinchi qui ne masque pas ses intentions. Il est prêt à franchir toutes les lignes, à ignorer la volonté de Mao Mao et à manipuler la situation pour assouvir ses désirs personnels. Ce n'est pas seulement une question de pouvoir, mais de contrôle absolu sur une personne qu'il perçoit comme une possession. La scène du miel est l'une des premières à mettre en lumière cette obsession. Il se sert de Mao Mao comme d'un simple jouet de satisfaction, ignorant toute forme de consentement sans aucune retenue. Il ne cherche même pas à cacher son désir de domination et chaque geste, chaque interaction montre à quel point il se fiche des désirs de Mao Mao. Plus loin dans l'histoire, cet aspect obsessionnel devient encore plus évident et menaçant. Jinchi franchit des frontières encore plus sombres. Dans une scène particulièrement dégoûtante, par pure jalousie et pour affirmer son pouvoir, il brise littéralement le bras de Mao Mao. Il la force à l'embrasser, la saisit dans un geste brutal et va même jusqu'à l'étrangler.
Cette scène n'est pas juste une démonstration de violence physique, mais aussi d'une violence psychologique qui résonne profondément. Un contraste frappant entre l'amour prétendu et la domination cruelle. Moment où toute l'humanité du personnage de Jinchi se dissipe, révélant un côté monstrueux dénué de toute compassion. Mais ce qui rend cette dynamique encore plus perturbante, c'est l'absence totale de répercussions. Mao Mao, malgré ses souffrances, se retrouve prise dans un piège. Elle est piégée par l'intensité de la situation et ne peut que subir. Cette scène devient un point de non-retour, une illustration de l'emprise de Jinchi, une dynamique malsaine qui s'intensifie au fil de l'histoire. Si vous souhaitez en discuter davantage et explorer ces scènes plus en détail, je vous invite à venir en live sur mon stream où nous pourrons en parler et analyser chaque aspect dérangeant de cette relation. Le lien est en bio. En conclusion, la scène de la grenouille dans les carnets de l'apothicaire soulève des problématiques profondes sur la manière dont certaines œuvres traitent des thèmes de consentement, de respect et de relations saines. Si l'intention initiale de ces scènes peut sembler être un moment d'humour maladroit ou de gêne, leur traitement dans le cadre de l'intrigue les rend bien plus problématiques. La confusion entre l'amour et l'obsession, comme le montre la dynamique entre Jinchi et Mao, permet de mettre en lumière un phénomène plus large. L'idéalisation du comportement toxique sous le masque d'une relation passionnée, les récits où l'obsession est interprétée comme de l'amour véritable véhiculent des messages dangereux, embrouillant les frontières entre respect mutuel et contrôle. Ce genre de représentation a des implications réelles sur la manière dont les spectateurs ou les lecteurs perçoivent les relations interpersonnelles, un moment où il est crucial de redéfinir ce qui constitue une relation saine. Enfin, ces œuvres, tout en offrant parfois un catharsis émotionnel, doivent aussi être analysées sous un autre angle pour mieux comprendre les messages qu'elles transmettre et éviter de les normaliser dans notre perception de l'amour et des relations humaines. Et surtout, si vous voulez continuer à redécouvrir de nouvelles œuvres, abonnez-vous. L'aventure ne fait que commencer et les prochains sujets risquent d'être tout aussi explosifs. Envie d'en parler en live, rejoignez-moi sur Twitch pour ces débats sans filtre. Restez curieux, gardez l'esprit critique. Moi c'est Rito et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles découvertes enrichissantes. À très bientôt.